Donc ici, supposons que je lui donne une distance de quoi? De 4, 6. Celui-là, je lui donne une distance de 5. Je lui donne une distance de quoi? De 4, 7, 9. Ok. Donc voilà un diagramme où on a les différents routeurs 1, 2, 3, 4 et le routeur 5. Le routeur 5 il est connecté au réseau 10.15.30.0/30. Et sa distance c'est 6. Comme je t'ai dit, c'est juste des exemples que je donne. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure là. C'est pas la manière pratique de faire le calcul, mais pour qu'on puisse comprendre, c'est différents mots techniques là. Donc le routeur 5, lui, il a cette distance là, ok, cette distance avec ce réseau là. Lorsqu'il fait la publication du 10.15.30.0/30 au routeur 2 par exemple, on se connaît sur le routeur 2 d'abord. Lorsqu'il fait la publication, il publie au routeur 2 la distance de 6. On est d'accord? La distance de 6. Donc le routeur 2, mets-toi à la place du routeur 2. Ok? Le routeur 2, lorsqu'il reçoit venant du routeur 5 la distance de 6 qu'il a, donc qui est sa métrique, pour joindre le réseau 10.15.30.0/30, ok, vis-à-vis du routeur 2, le routeur 5 lui fait un rapport. Est-ce qu'on se suit? Le routeur 5 lui fait un rapport vis-à-vis du routeur 2 à la réception de cette publication, de cet update. Le routeur 2 reçoit un rapport du routeur 5 par rapport à sa distance pour joindre le réseau 10.15.30.0/30. Ok? Et donc, c'est ça, dans ce contexte-là, on va appeler ça, cette distance-là, donc cette distance de 6 que le routeur 5 publie au routeur 2. Le routeur 2 va appeler cette distance-là vis-à-vis de EIGRP, parce qu'on veut comprendre les mots techniques de EIGRP. Il va appeler ça reported distance. Ok? Reported distance. C'est le 6. C'est pour ça que tout à l'heure, si tu veux, répète, essaie de relire encore la théorie que je te donne tout à l'heure par rapport au reported distance. C'est la distance où maîtrise qu'un routeur UGP annonce à son voisin par rapport à une adresse réseau. Exactement. Donc, comme je dis, c'est la distance qu'un routeur annonce à son voisin. Donc, un routeur UGP annonce à son voisin par rapport à un certain réseau. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, ce qu'il dit vis-à-vis de ce voisin-là, c'est la reported distance. Donc, ici, le routeur 5 est un routeur dont le protocole EIGRP annonce à son voisin que le routeur 2 par rapport à sa distance pour joindre le réseau 10.15.30.0/30. D'où la reported distance vis-à-vis du voisin, le routeur 2. Donc, le routeur 2 qui est ici, ok, à la réception, le routeur 2, lui, ce qu'il va dire, ce qui est technique à EIGRP, il va dire que ça, c'est une reported distance. C'est un rapport que le routeur 6, le routeur 5 me fait. Mais par contre, si nous sommes sur le routeur 5, lui, il ne va pas dire que ça, c'est le reported distance. Pour le routeur 5, ça, c'est sa métrique. On est d'accord? C'est sa distance pour jouer ce réseau-là. Mais le routeur 2, lui, à la réception de cela,
Il ne va pas appeler ça également distance. Tu vois, certes, il peut l'appeler comme ça, mais ce qui est propre, c'est-à-dire que la terminologie qui est propre à ce contexte-là, c'est la reported distance. Est-ce que tu comprends? C'est tout simplement contextuel. Tu vas voir qu'ils ont tous quoi? Distance, distance, distance à la fin. Voilà, donc c'est juste tout simplement le contexte qui fait la différence, à savoir si c'est reported distance ou c'est tous les autres qu'on verra tout à l'heure. Ok? Oui. Donc, si tu suis la même théorie, si je te pose la question à savoir, le routeur 2, donc le routeur 2 à son tour, le routeur 2 maintenant, pour que le routeur 2 puisse avoir, si tu veux, lorsque le routeur 2 va faire la publication, ok, de sa distance au routeur 1, ok, d'abord étant sur le routeur 2, quelle sera sa distance entière, ok, sa distance totale pour joindre ce réseau là de par le routeur 5. Quelle sera sa métrique ou sa distance? Ça fera 11, n'est-ce pas? Oui. Ça fera 11. Donc, lorsque le routeur 2 va publier, ok, ce réseau là au routeur 1, la distance la distance avec laquelle il va faire la publication sera la distance de 11, on est d'accord? Oui. Et vis-à-vis du routeur 1, comment est-ce que le routeur 1 va appeler cette publication, cette distance-là? Reported distance, tout simplement. Tu vois, donc c'est ça. Donc, c'est tout simplement ce qu'on appelle la reported distance. C'est la distance pour un réseau qu'un routeur et EGP publie à son voisin. Point final. C'est clair? Oui. Ok. Donc, pour le moment, si tu as remarqué, pour le moment, nous sommes en train de tout simplement parler de reported distance. Et j'utilise le mot distance ou le mot métrique. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle j'utilise ces mots-là pour le moment. Donc, quand on aura fini de voir toutes les différentes terminologies, on va appeler maintenant chaque chose par son nom. Ok? Oui. Donc, le routeur 3, ok, le routeur 3 aussi, donc le routeur 5 va publier une reported distance de 6 au routeur 3, également de 6 au routeur 4. Ok? Le routeur 3 à son tour va publier une reported distance de quoi? De 15 au routeur 1. Et également le routeur 4 va publier une reported distance de 13, de 14 autant pour moi, au routeur 1. On est d'accord? Donc c'est ça la reported distance. Donc maintenant, concentrons-nous sur le routeur 1, ok? Pour comprendre tout le reste. Concentrons-nous sur le routeur 1. Le routeur 1 au travers de... Le routeur 1 au travers du routeur 2. Donc quand il fait son total calcul avec le reported distance qu'il a reçu, avec les rapports qu'il a reçus. Au travers du routeur 2, il aura une distance de... On a 11 plus 4 qui nous fait... Combien? 15. On est bon? Donc, de par ce chemin-là, la métrique ici c'est 15, ou la distance ici c'est 15. Et de par ce chemin-là aussi, de par le hauteur 3, la métrique sera de combien? 22. N'est-ce pas? Et de par ce chemin-là, le hauteur 4, la métrique sera de 24. 24. Non, 25 plutôt. Ça sera 19. 24. C'est 19 plus 6. Oui. 19, 11 plus... Exactement, c'est 19 plus 6, c'est pas 18. Ça fera 25. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc voici la distance ou les distances que le routeur 1 a pour joindre ce réseau au travers de ses voisins, le routeur 2, le routeur 3, le routeur 4. Ok. Maintenant, le routeur 1 doit choisir, ok, une métrique parmi ces trois qui sera la meilleure métrique ou la meilleure distance pour joindre ce réseau. On est d'accord? La meilleure. Et pour ton information, la meilleure, c'est la distance la plus petite. Ok, la distance la plus petite, c'est celle-là qui est la meilleure distance ou la meilleure métrique. Ok? Oui. Donc, vis-à-vis du routeur 1,
la métrique qui sera la meilleure sera la métrique de 15. 15. Ok, donc celle-là, je vais cocher, je la valide. Ok, donc à partir du moment où le routeur 1 a choisi sa meilleure métrique pour joindre une certaine destination, pour joindre une adresse IP réseau, ok, un remote network, à partir de ce moment-là, il y a un terme qui va suivre. Donc cette distance-là ne sera plus appelée distance normale ou standard, mais la meilleure distance, ok, va changer de nom. Elle sera appelée techniquement par EGRP la feasible distance. Et si tu veux, tu peux encore relire pour qu'on puisse voir si c'est en concordance avec la théorie que je t'ai donnée tout à l'heure là. Quelle est la théorie que je t'ai donnée par rapport à la feasible distance? Feasible distance, c'est la meilleure métrique pour information IP. Exactement. La meilleure métrique. Donc c'est la meilleure métrique qui est appelée la feasible distance. J'ai pris mon temps en fait pour t'expliquer ça de cette manière parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de personnes qui, 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 qui ne comprennent pas ça de cette manière et qui font beaucoup d'erreurs. Généralement, tu vois, tout ce que j'appelais distance là, les gens appelaient ça, la majorité, même des ingénieurs certifiés dans le domaine, appellent ça feasible distance. Mais c'est pas abus de langage. Ok? Ce n'est pas abus de langage. La feasible distance, c'est la meilleure métrique pour un réseau. Donc, si ce n'est pas Je peux encore. aussi dire que feasible distance est le meilleur chemin pour atteindre une destination. Tu peux pas également dire ça parce que si tu dis ça, ça change en fait, ça change la compréhension. Je vais t'expliquer pourquoi. J'en viens. Parce qu'il y a d'autres terminologies encore. Ok? Mais il faut mettre chaque terme à sa place. La feasible distance, ça reste uniquement que la meilleure métrique pour une destination IP réseau. Point final. C'est pas le chemin. Parce que quand tu parles déjà de chemin, tu parles d'itinéraire. Est-ce que la métrique là, c'est un itinéraire? La métrique n'est pas une itinéraire, c'est tout simplement une valeur. C'est tout simplement une distance. Ce n'est que ça. C'est une distance qui est attachée, bien sûr, au chemin. Mais ce n'est pas le chemin en fait. C'est tout simplement la distance. Le chemin ou l'itinéraire, c'est quelque chose d'autre. Et je vais en parler tout à l'heure là. Tu verras pourquoi tu dois faire cette démarcation. Donc il faut savoir tout simplement que la fibre distance, c'est la meilleure. Si, tant que la métrique n'est pas encore la meilleure métrique, tant que c'est pas encore la meilleure, appelle ça distance, appelle ça métrique. Tout court, n'appelle pas ça fibre distance. Techniquement, c'est faux en fait. Techniquement, c'est faux. Par abus de langage, les gens le disent, mais techniquement, c'est faux. Ok? Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, on revient à ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Par rapport à l'itinéraire. Donc cette distance-là, c'est une distance qui est attachée à quel chemin? À ce chemin-là, le chemin qui passe par le routeur 2, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc ça veut dire que ici, tu sais très bien que dans la table de routage, voilà, avec ce qu'on a eu à voir, dans la table de routage, qu'est-ce que le routeur il va faire? Et déjà même ça, déjà je viens de me rappeler, je pense que la dernière fois quand on avait l'introduction, en parenthèse, quand on avait l'introduction de EGRP, dans les caractéristiques de EGRP, je t'ai pas donné la distance administrative, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc la distance administrative, il faut savoir que c'est la distance administrative pour les réseaux internes, okay, c'est 90. Ok, c'est 90. Donc il faut noter ça également dans les caractéristiques de EGRP. Pour les réseaux. Pour les réseaux internes de EGRP. Pour les réseaux internes. Oui. Voilà. C'est-à-dire quand je dis les réseaux internes, en d'autres termes si tu veux, ce sont les réseaux qui sont publiés avec la commande network. Ok. Les réseaux qui sont publiés avec la commande network. Okay. Ça c'est interne à EGRP. Tu vois, mais par exemple, imagine qu'on a un domaine, on a des routeurs qui font partie d'un domaine, protocole de routage OSPF, EGRP, et on a des routeurs qui font partie d'un protocole de routage OSPF. Donc pour qu'il y ait échange entre eux, est-ce que c'est la commande network qui va permettre de pouvoir échanger des informations IP? Non. Donc il faut la redistribution, n'est-ce pas? Oui. Donc lorsqu'on redistribue les informations OSPF dans EGRP, tu vois, ces informations-là seront vues dans le domaine ou dans le pays ou dans le village ou dans la ville, ok, ou dans le quartier EGRP en tant que des informations externes. C'est-à-dire que l'origine des informations-là ne sont pas d'un routeur qui est interne au domaine, mais ça vient d'un routeur qui est externe au domaine, au protocole de routage. Tu comprends? Donc EGRP va appeler ça des informations IP externes et la distance administrative sera différente. Ok, pour les réseaux externes, bon, je peux te donner ça. Pour les réseaux qui sont externes à EGRP, à un protocole de routage EGRP, la distance administrative par défaut, c'est par défaut, hein, c'est 170.
Ok, 170. Quand on fera le lab, la L'autre, c'est pratique, 80, je vais te l'autre, montrer c'est tout ça. 90, non? Oui, pour ce qui est interne, pour les informations qui sont internes, c'est 90. La ED, c'est 90. Ok, et pour les réseaux qui sont externes, c'est 170. Donc, ne t'inquiète pas, quand on fera le lab, voilà, quand on va faire après la théorie, quand on fera le lab, tu auras l'occasion de voir tout ça. Jusqu'ici, ça va? Oui. Voilà, donc dans la table de routage, on pourra observer, par exemple, je simule, c'est bon pour, voilà, pour expliquer davantage ce que je suis en train de dire. Dans la table de routage, tu verras 80, tu verras, bon, déjà, d'abord, tu vois le réseau. Le réseau sera, tu vois D pour 10, distance vecteur, ok, EGRP, c'est le code. Voilà, c'est le code. Et puis après, tu as le réseau 10. Donc là, je suis sur le routeur 1. Je suis sur le routeur 1. Tu as un truc comme ça, 10.15.30 autant pour moi. Point 30.0 slash 30. Ok. Et après tu vois un truc comme ça, tu vois un truc où en parenthèse tu as la distance administrative qui est 90, ce qui veut dire que c'est un tel, ok, à OSPF, à EGRP, autant pour moi. EGRP. Voilà. Et puis juste après, tu as un slash comme ça et maintenant tu as la métrique. Donc le mot on peut laisser, tu as la distance si tu veux. Donc dans notre contexte, la distance c'est quoi? C'est 15, n'est-ce pas? 15. Tu as ça comme ça. Et maintenant, tu as quoi? Donc ici c'est la métrique qui est appelée maintenant feasible distance, on est d'accord? Et maintenant, Oui. tu as le chemin parce que tu sais très bien que dans la table de routage, il y a le réseau, ok? Il y a la métrique, il y a la distance administrative, et puis il y a quoi? Il y a le next of IP, n'est-ce pas? Le next of IP, comme par exemple dans Static Cloud, tu as le réseau, puis tu as le next of IP. Oui. C'est-à-dire le voisin, l'adresse IP next hop par lequel le routeur va passer en fait. Tu vois, dont l'adresse MAC sera au niveau de la couche 2 du paquet. Sous MAC, destination MAC. La destination MAC, c'est l'adresse MAC de Next IP, n'est-ce pas? Tu te rappelles très bien. Voilà. Donc le Next IP ici, le Next IP. Le Next IP sera quoi? Sera quoi? C'est là l'adresse IP sur le segment, sur ce segment-là. Cette adresse IP là. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est ce qui sera mis ici. Donc, le Next IP, donc si tu veux, le Next ici sera quoi? Sera le routeur 2, tout simplement. En deux termes, l'adresse IP de la passerelle sur le segment du routeur 2. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc le routeur 2 ici, ok, c'est le routeur 2 qui est, le routeur 2 va représenter ici le chemin par lequel, ou l'itinéraire par lequel le routeur 1 va passer pour joindre le réseau 10.15.3.30.0/30. On est d'accord? Voilà. Donc le routeur 2 ici, on peut dire qu'il est quoi? Le routeur 2 devient le meilleur chemin. Ok? Le meilleur chemin dû à quoi? Dû à la distance, dû à la distance ou dû à la métrique qui est plus petite. Feasible. Voilà, dû à la feasible distance. On est d'accord? Dû à la feasible distance. Donc la feasible distance qui est 15 qualifie déjà le routeur 2 comme étant le meilleur chemin. Mais maintenant le meilleur chemin, techniquement vis-à-vis de EGP, n'est pas feasible distance comme tu pensais, mais sera maintenant quoi? C'est celui-là qu'on appelle le successeur. Ok. Voilà. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il faut bien démarquer les choses. Donc c'est celui-là que EGRP appelle techniquement. Donc, meilleur chemin dont par c'est ça que le successeur. Exactement. Donc, si tu relis encore la division des successeurs, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la division des successeurs? Successeur, le meilleur voisin, l'escope IP, chemin pour joindre une destination. Exactement. Impeccable. Tu vois, le meilleur chemin ou le voisin pour joindre une destination. Donc ici, le routeur 2 est le meilleur chemin. C'est le Next IP. Donc le Next IP là, c'est lui que EGRP appelle le successeur. Donc quand tu entends successeur, c'est un thème qui est propre à EGRP pour tout simplement faire référence au meilleur chemin. Tu vois, au Next IP qui est utilisé en concordance avec quoi? Une adresse IP réseau. Ok? Voilà. Oui. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Oui. Donc on a déjà vu 3 terminologies. On a vu reported distance, on a vu feasible distance, on a vu successor. Impeccable. Maintenant on continue. EGRP est un protocole également, contrairement à d'autres protocoles, comme par exemple OSPF, est un protocole qui a la capacité
de choisir en avance, au préalable, ok, au préalable, un deuxième ou des chemins secondaires qui vont remplacer, ok, le successeur. Donc, comme toi-même tu le sais, on parle de convergence en réseau, n'est-ce pas? En réseau, on parle de convergence. Donc, convergence, qui est la manière que le routeur ou les équipements se comportent face à quoi? Face à un changement, ok, face à un changement dans le réseau, ou face à un incident. Donc, il peut arriver que ce chemin-là soit indisponible ou bien soit perdu, dû peut-être à l'interface qui s'éteint, shutdown, ou bien dû au routeur 2 qui redémarre. Tu vois, mais dû à quelque chose, un changement, le routeur 1 peut perdre le successeur. Donc, s'il perd le successeur, et si c'était OSPF, tu te rappelles très bien, si c'était OSPF, lorsqu'il y a un changement dans la topologie, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent quoi? Ils doivent converger. Ils doivent converger. Donc Convergence. converger implique quoi? Implique qu'ils vont démarrer l'algorithme Dijkstra pour OSPF, n'est-ce pas? Pour pouvoir trouver un meilleur chemin, un autre itinéraire. D'abord. On est d'accord? Voilà. Donc Oui. et OSPF, lui, il attend lorsqu'il y a le changement pour chercher d'autres itinéraires. Mais EIGRP, lui, c'est pas ce qu'il fait. EIGRP, lui, n'attend pas d'avoir le changement. Il cherche au préalable, après avoir déterminé un chemin, il cherche pour voir si est-ce qu'il peut trouver déjà là un autre chemin ou d'autres chemins possibles qui pourraient être utilisés au cas où il y a un changement, au cas où le chemin principal n'est plus fiable ou n'est plus disponible. Tu comprends? Tu fais quoi? Il cherche un autre chemin au préalable, au cas où le chemin principal, donc le successeur, n'est plus là. Si jamais le successeur n'est plus là, Ok. si jamais le successeur n'est plus là, le routeur doit chercher un autre chemin, n'est-ce pas? Oui. Voilà, mais il n'attend pas d'abord que le successeur ne soit pas Que le disponible successeur ne avant de soit pas chercher. disponible. Il le fait automatiquement. Donc, une fois qu'un routeur EGRP a choisi son successeur pour un réseau, il cherche automatiquement, en même temps au préalable, en avance, s'il y a possibilité de trouver d'autres chemins, d'autres successeurs. Sauf que ces autres successeurs-là, on ne va pas les appeler des successeurs, on va les appeler tout simplement des feasible successors. Tu vois, donc ça veut dire d'autres chemins qui vont remplacer le successeur au cas où le successeur n'est plus. Donc si tu veux des candidats successeurs en fait. Un peu comme tu as le président et tu as le vice-président. Ok, donc si jamais le président n'est plus là, on a quelqu'un, c'est pas à ce moment-là qu'on va venir faire une élection, mais on a quelqu'un quand même qui peut déjà dépanner la situation. On se suit? Voilà, donc c'est le même principe. C'est ce que EGRP fait au préalable. Et c'est ce qui fait également que la convergence de c'est ce qui fait que généralement on dit que la convergence de OSPF, de EGRP est plus rapide par rapport au OSPF. Parce que du moment où, dans un contexte où, mais bien sûr on dit ça certes, mais c'est vraiment, moi je me permets de dire plutôt que la convergence sera plutôt rapide, dans le cas où un routeur, qui converge ou bien qui veut converger a déjà des feasible successors, ok, adaptés au changement. Est-ce que tu me suis? Parce que si jamais un routeur, supposons que le routeur, parce qu'après, tout à l'heure on va voir, pour pouvoir choisir le feasible successor, il y a des conditions. Pour ne pas dire une condition, qui est la feasibility condition que je te donne également comme terminologie. Donc si jamais la condition n'est pas remplie, un routeur n'est pas capable Je ne peux pas de remplir cette changer. condition-là, ça veut dire qu'il ne pourra pas choisir un feasible successor. Donc ça veut dire dans ce cas-là, il n'aura pas d'autre chemin secondaire. Donc si jamais le chemin principal n'est plus là, est-ce que dans ce cas-là, le routeur aura... Est-ce qu'on pourra dire que ce routeur-là va converger rapidement? Non. Voilà, donc voilà, de manière plus spécifique et plus explicite, la conversion de IAJAPI est plus rapide dans le sens où, et si et seulement si, il a un routeur à des feasible successors qui sont déjà là en attente. Voilà. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment est-ce que le routeur va choisir sa feasible successor. Donc, est-ce que tu peux rappeler déjà la condition, la feasibility condition? La feasibility condition. Est-ce que tu peux rappeler ça comme je l'ai dit dans la théorie? Feasibility condition. C'est une condition que le routeur EIGRP doit respecter avant de choisir un feasible successor. La métrique ou la distance de la feasible successor doit être plus petite que la feasible distance
du successeur. Ouais, oui, il faut ajouter, s'il te plaît, il faut ajouter, je pense que j'ai omis ça. Il faut ajouter parce que là-bas, je pense que je t'ai dit la distance, mais avant distance, il y a reported. J'ai omis ça dans mon écriture. À quel niveau? Tout au début. La reported distance. Là-bas, c'est écrit la métrique ou la distance, n'est-ce pas? Au début. La métrique ou la distance Oui. du feasible successor. C'est ce qui est écrit là-bas, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc Oui. il faut ajouter c'est la métrique ou la reported distance. C'est la reported distance. Donc il y a reported qui vient avant distance. J'ai omis ça, il faut ajouter ça s'il te plaît. Donc ça va être maintenant la métrique ou la reported distance du feasible successor doit être plus petite que la feasible distance du successeur. D'accord? Voilà, c'est ça. Doit être plus petit. Donc en deux termes, si tu veux, voici le schéma. Le schéma c'est quoi? C'est que tu as le successeur qui est là, le successeur qui est là, ok? Le successeur, il doit être plus grand, ok? Que la reported distance, ok? RD, de qui ça? De qui? Du feasible successor. La feasible distance du successeur. Voilà. Mais si tu veux, je fais ça comme ça. Que la reported distance, voilà, du feasible. Ça, c'est ça. Donc, le successeur doit être, donc la distance du successeur, donc si tu veux la F, la FD, FD, ça veut dire la feasible distance du successeur, FDS, doit être plus grand que la RDF, que la RD du feasible successor. Donc, la feasible distance du successeur doit être plus grand que la reported distance du feasible successor. Ou bien, ce que j'ai, bon, si tu veux, ce que j'ai mis là-bas dans la théorie, la reported distance du feasible successor doit être quoi? Plus petite que quoi? La feasible distance de qui ça? Du successeur. Ok? C'est soit ça ou ça. Mais dans tous les cas, ils veulent dire la même chose. On est d'accord? Oui. Ils veulent dire tout la même chose. Donc, voici un peu voilà, la formule mathématique que tu peux mettre ça pour résumer pour résumer ce que j'ai dit en théorie là. Et on va voir la pratique de ça avec ce scénario là. Si c'est bon, tu me dis. On va continuer. C'est bon. Alright. Donc on pousse. Je vais. Attends, je fasse ça. Je fais un peu d'espace. Donc ici, la route principale, le successeur, c'est le routeur 2. Donc ça veut dire que le routeur 1, pour choisir le ou les feasible successors, c'est possible. Il a le routeur 3 et la routeur 4. On est d'accord? Donc il doit voir si est-ce que ils sont qualifiés. Et cela va être quoi? Cela va dépendre de la condition. À savoir s'il remplit sa condition. Donc, la question c'est, quelle est la reported distance du routeur 3? Ok? Si le routeur 1 doit choisir le routeur 3 comme feasible successor, quelle est la reported distance du routeur 3? D'abord, c'est quoi la reported distance? 15. C'est 15. Donc, Oui. la condition dit que la reported distance de celui que tu veux choisir comme feasible successor doit être plus petite que la feasible distance du successeur. Donc ici on a 15. Ça c'est la reported distance du routeur 3. Donc est-ce que cette reported distance là est plus petite que la feasible distance du successeur? Et notre successeur avait 15. Notre successeur a la feasible distance de quoi? De 15. 15. Voilà. Donc est-ce que c'est plus petit? Non. C'est égal. Ça doit être plus petit. Oui. Donc dans ce cas, ça veut dire que le routeur 3 est disqualifié. Il ne peut pas être candidat. On est d'accord? Oui. Maintenant, on regarde le routeur 4.
Et dis-moi si est-ce qu'il est qualifié. C'est qualifié. Il est qualifié pourquoi? Parce que son record et supported distance est égal à 14. Exactement. Et 14 est plus petite que 15. Que 15. Voilà. Donc ça match. Ça correspond, ça respecte la feasibility condition. Donc ici, le routeur 4 est le feasible successor. Est-ce que tu vois? Mais maintenant, tu vois, si je te pose la question de savoir, du moment où le routeur 4 est feasible successor, est-ce pour autant qu'on va appeler sa métrique feasible distance? Donc la métrique totale qui est de 25 ici, est-ce pour autant qu'on va appeler ça feasible distance? Non. Non. La feasible distance est attachée qu'au successeur. Point final. Ok? C'est attaché qu'au successeur. Point final. Donc ça reste toujours une distance. Ça reste toujours une métrique. Lorsque le successeur ne sera plus là, tu vois, donc supposons que le successeur, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le routeur 1, il va tout simplement aller récupérer le feasible successor parce qu'il sera dans une certaine table, dans une autre table. Ok? Il va le prendre de là-bas et puis le mettre directement dans la table de routage. Tu vois? Et c'est là où la convergence sera rapide. Parce que le routeur n'aura pas à chercher. Il a déjà calculé le chemin au préalable. Donc si jamais le chemin principal que le successeur n'est plus là, il va aller prendre tout simplement le candidat successeur qu'on appelle le feasible successor et maintenant l'installer dans la table de routage en tant que successeur. Et c'est à ce moment-là que on pourra appeler la métrique là feasible quoi? Distance. Feasible distance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. C'est clair? Donc, on a vu toutes les terminologies que je te donne tout à l'heure. Les terminologies qui sont attachées aux routes, aux informations IP, IAGAP. On a vu la feasible distance, on a vu la reported distance, on a vu le successor, on a vu le feasible successor, et on a vu également la feasibility condition. Donc j'estime que c'est clair pour toi. Le feasibility condition là, Oui. c'est ça qu'on vient de faire, non? Non, la feasibility condition, c'est la condition que tu as lue là. La condition qu'un routeur IGP doit respecter avant de il y lire. aura défaillance au niveau du successeur. Non. La feasibility condition, je te donne ça tout à l'heure. Tu m'avais écrit, tu m'avais lu ça. Oui, j'ai lu ça. C'est la condition qu'on veut traiter de dessus. Oui, c'est la condition. Tu vois, là, la condition, c'est la condition qu'on vient de traiter là. On a vu que le routeur 3 n'était pas qualifié parce que la feasible successor est plus grande, est égale autant pour moi à la feasible distance du successor. Voilà. Oui. Donc ça n'a pas respecté la règle, la condition, la feasibility condition. On a vu que le routeur 4, par contre, il respecte, lui, la report de distance que le routeur 4 communique au routeur 1 est plus petite que la feasible distance du successeur. Tu vois, qui est 15. Donc ça respecte la condition. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure là. Donc ça nous a permis de voir automatiquement. En fait, la feasibility condition est rattachée au feasible successor. Voilà. Oui, ok. Voilà, justement. C'est la condition qu'un routeur doit obéir. En ce qui concerne le feasible successor, il faudrait que ça puisse respecter la feasibility condition. C'est tout. La condition, elle est tout simplement là pour le feasible successor. Oh, oui. Voilà. Oui, c'est bon? Oui. Ok. Maintenant, on va passer à une autre étape. On va voir le equal cost load balancing. Okay. On va voir le equal cost load balancing, le ECMP comme on le dit, equal cost multipath. ECMP equal cost load balancing.
Donc déjà, comme rappel, quand on parle de U quoi le balance, parce qu'après c'est pas seulement rattaché qu'à EGRP, on avait les autres protocoles de routage dynamique comme OSPF. On a parlé également de U quoi le balancing, n'est-ce pas? Donc, comme rappel, Oui. quelle est ta compréhension de U quoi le balancing? Par rapport à De manière générale, OSPF, par rapport aux autres protocoles que nous avons vus. Lorsqu'on parle de equal color balancing, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ce terme selon implique? moi, quand on parle de lourd balancer, c'est que le coût est égal. Le coût pour atteindre une destination, après avoir calculé le coût, c'est égal. Donc, par rapport à OSPF, donc, fait une répartition sur chaque interface. Ça prend une petite portion sur chaque interface et pour pouvoir distribuer l'information. Je ne sais pas si vous avez... Je sais pas bien. On a calculé notre métrique. Oui. Et on voit que, par exemple, par rapport au routeur 2, pour atteindre le routeur 4, on a trouvé par exemple comme coût 15. Pour le routeur 3, pour atteindre le routeur 4, on a trouvé aussi 15. Oui. Là, maintenant, on peut parler de load balancing. D'accord. Donc, en d'autres termes, le equal balancing, c'est lorsque la métrique, ok, lorsqu'un routeur a plusieurs chemins, ok, Pour atteindre une destination, et ces chemins-là ont tous les mêmes métriques. Ok. Donc minimum, je me rappelle très bien la décision que j'avais donnée, c'est que lorsqu'un routeur a minimum 2 ou plusieurs chemins avec le même métrique pour joindre une destination IP, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du le balancing. Donc c'est-à-dire qu'il va installer tous ces réseaux-là, tous ces chemins-là dans sa table de routage et faire la balance, balancer le trafic sur ces différents itinéraires. On est d'accord? Voilà, c'est ça le concept de le balancing. Donc c'est pareil également, ça va s'appliquer, c'est la même définition. Ça va s'appliquer aussi également au niveau de EGRP. Donc je vais par exemple simuler ça avec le même scénario. Donc supposons que ici on a ici j'ai le, donc là je mets donc je mets 3 là. Et je mets 6 ici. Ok. Alors, au niveau de vis-à-vis du routeur 1, ok, vis-à-vis du routeur 1 pour joindre ce réseau là, ok, il a 11, ok, comme métrique, n'est-ce pas? On répond encore à 0. Au niveau du routeur 3, il a comme métrique quoi? 8 et 9 et routeur 3, 11. Au travail du routeur 3, je suis. Qu'est-ce que je dis? Attends. Routeur 3. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Non, là je parle de la métrique, je parle de la métrique totale. On a 15 ici. Ici on a quoi? Vis-à-vis du routeur 1, non? Vis-à-vis du routeur 1 pour le travail du routeur 3. Ça va être 15, 17, 18, 22. Voilà, et. Donc, 25. Ok. Au niveau du routeur 6. 15. D'accord. Je veux que tu puisses me donner les résultats, ok, avec les mots techniques, ok, de EGRP.
Donc le routeur 1, je veux que tu puisses me dire Oui. quel sera le successeur, ok, avec les mots techniques. Qui sera le successeur toi pour moi? Quelle sera la feasible distance? Qui sera le Successeur. feasible successor? Et quelle sera sa distance? Je veux que tu me donnes toutes ces différentes terminologies là. Les résultats avec les différentes terminologies. Par rapport vis-à-vis du routeur 1, Vous avez du routeur 1, oui, nous sommes sur le routeur 1 là. qui sera le successeur? Là, là maintenant, on remarque que le routeur 1 a deux chemins par rapport aux métriques qu'on a. Parce que pour le chemin qui va vers le routeur 2, on a comme métrique ou bien comme feasible Ne fais pas distance. cette erreur là. Pour le moment, ce n'est pas encore feasible distance. Tu peux utiliser métrique comme tu peux utiliser distance. Soyons techniques. Ne sommes pas dans l'abus. Ok. Actuellement, on ne sait pas encore. Par rapport au routeur 1, Oui. nous avons 15, 22, 25, 15 comme métrique pour atteindre la destination. Oui. Maintenant, on remarque que le routeur 1, par rapport aux métriques, on a deux métriques qui se ressemblent. Le 15. Le 15 est... Le routeur 1 a la possibilité de choisir la métrique 15. Voilà, la métrique 15 au travers du routeur 2 et au travers du routeur 6. Oui. Donc, maintenant, notre feasible distance est égale à 15. ok, d'accord. Maintenant, notre successeur, c'est bien ça, c'est ce que vous avez demandé. Exactement. Ça serait R2 et puis R6. Voilà, donc R2 est le successeur et R6 est le successeur. On est bien d'accord. Oui. Impeccable. Donc ça veut dire qu'ici, d'accord, non, je te laisse d'abord finir, vas-y. Finis d'abord tout et puis on va récapituler ensemble. Maintenant, je détermine le feasible successeur, c'est ça? Exact. Maintenant, par rapport au feasible successeur, on va regarder si la condition, on va regarder les conditions. Oui. Notre feasible distance est égale à 15. Et notre reporting par rapport au routeur de notre reporting c'est 16. 16 est supérieur à 15. 16 est supérieur à 15. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas quoi? Parce que notre feasible, par rapport à notre condition, notre feasible distance doit être supérieure à reported distance. Ok. Par contre, par rapport au routeur 6,
on remarque que notre reported, reported distance est égale à 15. Mhm. Donc, de là, on peut dire que normalement, le routeur 2 et le routeur 6 ne respectent pas les conditions. Le routeur 2 et le routeur 6. Non, c'est le routeur 3 qui reste pas la Le, condition. le routeur 3. Le routeur 3, Donc le routeur 2 est disqualifié. oui. Ensuite, il y a le routeur 4 aussi qui est là. Donc on passe il va passer avec le. Il va On regarder le passe routeur 4. au routeur 4. Mhm. Notre reported distance par rapport au routeur 4 est supérieur Oui. à notre feasible distance. Oui. Ce qui ne respecte pas aussi la condition. Par rapport au routeur 4, tu es sûr? Parce que notre reported, ça donne 24. Reporter distance. Là, tu as le routeur 4, tu as 8 et 6 là. Ne te mélange pas, vas-y doucement. Ne te mélange pas. Nous sommes sur le routeur 4. Le routeur 4, la reporter distance, le rapport qu'il fait au routeur 1, c'est quoi? C'est 8 plus 6. 8 plus 6, ça fait Ça te fait 14. 14. Oui. Donc 14 14 est est inférieur à 15 à la visible distance du successeur. Donc il est qualifié. 15. Donc, il est qualifié. Ouais. Donc, notre feasible Ça, c'est le successeur, routeur 4. ça c'est le routeur 4. Voilà. C'est tout bon. Oui. Ça peut aller maintenant. Tu vois qu'il fallait Oui. quand même que je te pose la question pour que tu puisses toi-même le faire. Pour être sûr quand même que tu es confortable avec le concept. Donc, voilà, donc après même, après tu peux prendre le même scénario, tu changes les chiffres et puis tu essaies de toi-même t'édifier avec ça en fait. Tu essaies de t'édifier, tu essaies de te challenger avec ça. Pour te rassurer que tu es familier, tu peux mettre charge sur sa place. Avec le concept, ok? Voilà, merci. Maintenant, lorsqu'on regarde le routeur 2, comme tu as dit, le routeur 2 et le routeur 6 sont qualifiés, sont des successeurs, n'est-ce pas? Et ils ont tous les deux la même feasible distance. Donc dans ce cas, le routeur 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une répartition. Exactement. Donc c'est ça. Là, il va installer les deux chemins, les deux successeurs dans sa table de routage et il va faire du load balancing. Oui. Voilà. Il va faire du load balancing. On est bon? Oui. Voilà. Donc c'est ça. C'est aussi simple que ça le load balancing. Donc il a déjà pu faire un load balancing lorsqu'il a deux ou plusieurs successeurs. Parce que tu vois déjà, vu que maintenant je t'ai expliqué en fait, vu que maintenant tu sais faire la part des choses, si jamais tu entends deux ou plusieurs successeurs, tu n'as même plus besoin d'attendre qu'on te dise feasible distance. Tu vois? Parce que tu sais déjà que si on parle de deux ou plusieurs successeurs, ça veut dire que la feasible distance est quoi? Est pareil. Oui. Tu vois? Parce que si ce n'est pas le cas, parce que ils sont tous attachés. Un successeur, celui qui est successeur, c'est celui-là également qui a quoi? C'est celui dont la feasible distance est quoi? Est la meilleure. C'est celui dont la métrique, voilà, si tu veux, c'est celui dont la métrique est la meilleure. Et donc qui est la feasible distance. Donc si je parle de deux successeurs, ou trois successeurs, ou quatre successeurs, automatiquement ça veut dire que ils ont tous la même feasible distance, la même métrique. Voilà, donc tu peux te permettre, comme théorie, de dire que IAJP, à partir du moment où IAJP a deux ou plusieurs successeurs, il fait du equal load balancing, tout simplement. C'est-à-dire qu'il les installe tous dans sa table de routage.
Après, quand on va faire le lab aussi également, je vais te montrer quelque chose parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir par rapport à ce qu'on appelle maximum path. Quand on va faire la configuration, je vais te montrer ça. Voilà, mais il faut savoir de manière générale que lorsque un routeur EIGRP a deux ou plusieurs successeurs, dans ce cas-là, il est prêt à faire du equal load balancing. C'est bon, c'est clair? Oui. Voilà. Maintenant, par rapport, t'inquiète pas, quand on va évoluer plus loin, parce que là il est déjà l'heure, quand on va évoluer plus loin, il y a une question qui peut par exemple, par exemple venir. Là, je vais te donner juste en fait une pépite, mais on va arriver là-bas, ok, on va en parler. Il peut, tu vois le routeur 3, le routeur 3 qui n'est pas qualifié, ok, mais quand même qui a un potentiel chemin qui peut être utilisé. Est-ce à dire que supposons que le routeur 1 il perd, donc il n'a plus, supposons que le routeur 1 ne peut plus compter sur le routeur 2, ne peut plus compter sur ses successeurs et ne peut plus compter également sur le fil de ça, c'est ça. On est d'accord? Ça veut dire que là, il y a le routeur 3 seulement qui reste. Mais sachant que le routeur 3 en temps n'était pas qualifié, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce que le routeur 1 va faire? Quel sera son comportement vis-à-vis, tu vois, de ce chemin du routeur 3? S'il n'a plus d'autre chemin, s'il n'a ni les successeurs, ni le fil de ça, c'est ça, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, ça c'est une question également. C'est une question. On va voir ça. On va voir ça juste après. Ok? On va voir ça juste après. Voilà, mais quand même, je crée déjà ça dans ta tête. Donc, la dernière chose qu'on va faire pour terminer la session, on a quand même une quinzaine de minutes, c'est Unequal Cost Load Balancing. Non, je t'ai dit que EIGRP est l'un des protocoles particuliers qui a la possibilité de faire du Unequal Cost Load Balancing. Ce qui veut dire que cette fois-ci, donc ce qui veut dire que là, il n'a pas deux ou plusieurs successeurs. Il a un successeur, ok, mais il a des feasible successors. Donc, première chose, première condition. Donc, je vais ajouter ça juste là. Là, je vais te parler de unequal cost load balancing. Unequal. Unequal cost load balancing, ok? Donc, unequal cost load balancing. La première des choses d'abord, première théorie. C'est lorsque EIGRP a des feasible successors qu'il peut utiliser en complément avec le ou les successeurs. Ok? Donc c'est ça. On est encore balancing. Comme je te dis, ça c'est un truc qui est propre à EIGRP. Voilà. Donc c'est lorsque EIGRP, donc ça dit quand je dis EIGRP, je parle à la fois d'un routeur EIGRP, a des feasible successors qu'il peut utiliser. Je dis peut parce que tout simplement ça va dépendre de l'ingénieur en fait. Voilà, parce qu'après c'est pas le routeur qui va lui-même décider. On est d'accord? Voilà, c'est une technique qui est possible. Et toi l'ingénieur, si tu ressens le besoin de le faire, tu peux te permettre de manipuler le routeur pour qu'il puisse utiliser des feasible successors existants qui sont déjà là, des candidats qui sont déjà là, en complément. Je dis en complément parce que le unequal cost balancing, il a son sens, ok, lorsque
premièrement, tu as des successeurs qui sont là, qui sont donc les successeurs existent, ils sont là, ils sont opérationnels. On est d'accord sur la table de routage. Mais tu as, en plus de cela, tu as des feasible successors qui sont en attente. Parce que généralement, c'est lorsque les successeurs ne sont plus là que les feasible successors maintenant deviennent également des successeurs et sont installés dans la table de routage. On est d'accord? Voilà. Mais maintenant, avec EEGRP, tu as la possibilité, toi, en tant qu'ingénieur, d'utiliser en plus des successeurs qui sont déjà là, qui sont opérationnels, d'utiliser les feasible successors en complément. Donc, ça veut dire que le routeur pourra à la fois utiliser les successeurs et les successeurs ou le successeur et les ou le feasible successor. Pourquoi? Pour faire du unequal cost load balancing, pour faire une sorte de partage, ok, de charge. Et on dit unequal parce que là ça a son sens. Parce que si déjà je parle de feasible successor et successor, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même distance. On est d'accord? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même distance. Ils n'ont pas la même distance. Voilà, donc ça c'est vraiment particulier parce que normalement le partage de charge, le load balancing, c'est que tu as deux ou plusieurs chemins qui ont la même métrique. Mais ici, ils n'ont pas la même métrique parce que on parle de successor qui a la feasible distance et on parle de feasible successor qui a une autre distance, mais qui est autre, qui est différente que celle du successeur. Mais tu peux l'utiliser du moment où il est un feasible successor, tu peux l'utiliser en complément avec le successeur. Donc, c'est très important de savoir que tu ne peux pas faire du unequal balancing si tu n'as pas de feasible successor. Voilà. Ce n'est que des feasible successors qui peuvent être utilisés pour faire du unequal balancing en complément avec le successeur. Voilà, ça c'est la première des choses. Ça c'est ce qu'il faut savoir en fait. C'est le principe. S'il n'y a pas de feasible successor, alors il n'y a pas de unequal balancing. On est d'accord? Voilà. Donc ce qui veut dire que là ici avec l'exemple que nous avons là, on a le routeur 4 qui est là comme feasible successor, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça veut dire que normalement, à cet instant T là, on sait déjà que le routeur 1, il est en train de faire du load balancing, du equal load balancing, ok? Parce qu'il a deux successeurs, le routeur 2 et le routeur 6. On est d'accord? Donc ils sont dans la table de routage. Mais maintenant, si toi en tant qu'ingénieur, tu veux par exemple que le routeur 1 puisse utiliser aussi le routeur 4, pendant que les deux successeurs sont là opérationnels, ça veut dire que tu veux faire du unequal load balancing. Et c'est possible. Parce que le routeur 4 est un feasible successor. Ok? C'est possible. Mais maintenant, il y a aussi une manipulation qu'il faut faire. Pourquoi il faut faire une manipulation? Parce que regarde, de manière au total, quelle est la distance? Ok? La distance que le routeur 1 a pour passer. Quelle est la distance que le routeur 1 a au travers du feasible successor? Quelle est sa distance générale? C'est 25. Tu vois? Donc 25 est plus petit, est plus grand autant pour moi que quoi? Que 15. Donc est-ce que là le routeur peut automatiquement utiliser ce chemin là pour faire du load balancing? Selon le principe de load balancing? Non. Tu vois? Parce qu'il est plus grand. Tu vois? Donc il faut faire une manipulation. Donc il y a une manipulation qu'on peut faire pour blaguer en fait EEGRP, pour que EEGRP puisse tout simplement pour que EEGRP puisse rendre inférieure la distance totale au travers du feasible successor, ok, et pour qu'il puisse faire du unequal load balancing. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que on va dire à EEGRP d'augmenter les successeurs qui sont déjà là, d'augmenter la feasible distance des successeurs, de sorte que ça soit supérieur à quoi? À la distance au travers du feasible successor. Est-ce que tu me suis? Oui. Ainsi, le routeur 1 ou EEGRP sur le routeur 1 pourra maintenant faire usage de ce chemin-là pour faire du unequal load balancing en complément avec les successeurs. Est-ce que tu as compris? Je vous ai dit, pour que cela soit possible, il faut faire une manipulation. Oui. Je te renseigne qu'on va augmenter le feasible distance de notre load balancing. Le feasible distance de nos successeurs. Et ça serait supérieur à la distance de notre feasible successeur. Voilà. À la distance que le routeur, à la distance parcourue par le feasible successor, qui est le 25 ici. Ainsi,
le unequal balancing pourra prendre effet. Ok? Oui. Voilà. Donc maintenant, la question c'est sur quoi est basée la manipulation? La manipulation. N'est-ce pas? C'est la question. Donc la manipulation, elle est basée sur ce qu'on appelle la variance. Ok? Quand on fera le lab, on va voir ça. On va voir comment configurer ça. Mais la variance, ok, c'est la variance. Donc la variance, c'est quoi? C'est un chiffre multiplicateur c'est un chiffre multiplicateur qui est utilisé pour augmenter la feasible distance. Voilà, donc tu as la réponse. De qui ça? Du successeur. Du ou des successeurs. Aussi simple que ça. C'est tout. Et par défaut, donc après tu écris à la fin, j'ai plus d'espace, mais je vais mettre ça ici. Par défaut, elle est de 1. Ok? Par défaut, la variance, le multiplicateur, le chiffre multiplicateur est de 1. C'est pour ça qu'il n'y aura rien par défaut. Il n'y aura pas de unequal balancing. On est d'accord? Voilà. Parce que 1 fois 15 ici fera quoi? Fera 15. 1 fois 15 fera 15. Donc ça veut dire qu'ils seront toujours plus petits. Donc maintenant, si tu veux faire du unequal balancing, sachant que tu as 1, c'est ça, et dont la distance est quoi? 25. Donc tu vas tout simplement augmenter la variance en fonction de quoi? En fonction de la distance, de sorte que la fibre de distance soit supérieure à la distance. On est d'accord? Donc ici, c'est l'ingénieur qui fera ça. C'est l'ingénieur qui fera ça. Donc c'est tout simplement de changer la variance. Et puis automatiquement le routeur va faire le calcul et il va faire le unequal balancing. Voilà. Donc ici dans notre contexte par exemple, supposons qu'on a ça, on peut mettre la variance à 2. Donc mettons ça à 2, c'est un multiplicateur, ça sera 2 fois 15. Et ça sera à hauteur, ça sera plus grand que quoi? 25. Ok? Donc là, le routeur va tout simplement utiliser maintenant le routeur 2, le routeur 6 et le routeur 4. Pourquoi? Pour faire du unequal balancing. Et ça sera tout pour aujourd'hui. C'était un long voyage. Voilà. C'est pas petit, ton voyage. C'est pas petit comme voyage. Ah, c'est ça. Mais c'est important, c'est bien de comprendre ce genre de choses. Ça t'aide à mieux comprendre le protocole et son fonctionnement. Tu vois, du moment où tu comprends la variance, ça veut dire que tu peux par exemple en faire usage, tu vois, au besoin. Tu peux en faire usage au besoin. Tu peux en faire usage au besoin. Mais si tu ne comprenais pas ça, tu n'allais pas en faire usage, on est d'accord? Si tu ne savais pas que tu peux utiliser la variance, déjà, si tu ne savais pas ce que c'était que la feasible, si tu ne savais pas ce que c'était que la feasible, ça, c'est ça, est-ce que tu allais savoir que tu peux faire du unequal balancing? Tu vois? Non. Et si également tu ne connais pas, si tu ne connaissais pas ce concept de unequal balancing, tu n'allais pas également savoir que c'est la variance qu'il faut manipuler pour atteindre l'objectif. Tu vois? Donc c'est important de savoir tout ça. Comme ça, tu peux en bénéficier. On est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 3 minutes. On est bon pour ce soir. Tu vas aller digérer tout ça. D'accord, c'est bien, impeccable. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc je vais réviser tout ça et puis quand on se verra la semaine prochaine, on va si tu as des questions, tu les poses d'abord et puis on va continuer. Ok? Merci bien, bonne soirée à toi et bon week-end. Merci, pareil. Je t'en prie.